Coopération Mali-Banque mondiale, une mission d'évaluation séjourne depuis ce matin dans notre capitale. Elle décidera du sort de la coopération interrompue depuis les événements du 22 mars dernier. Coupe du Monde 2014, les Aigles du Mali se relancent dans la course avec cette victoire 2-1 sur les Fennecs d'Algérie, match joué hier à Ouagadougou, au Burkina Faso. On est lundi, la chronique santé s'arrête sur l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, des affections liées à la glande thyroïde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, a eu ce matin une séance de travail avec une mission de haut niveau de la Banque mondiale. Conduite par le directeur des opérations, la mission va évaluer les progrès accomplis par les autorités maliennes dans le cadre d'un retour à la normale, à l'état de droit. C'est à l'issue de cette évaluation que la Banque mondiale décidera ou pas de rétablir sa coopération avec notre pays. Coopération suspendue depuis le 22 mars dernier. Sidiki Dambélé. La Banque mondiale, qui avait suspendu sa coopération au développement avec le Mali suite aux événements du 22 mars, vient de lancer des discussions avec les autorités pour évaluer les avancées en matière de retour à l'état de droit, à la démocratie. La mission de haut niveau commise à cet effet rencontrera tous les acteurs, gouvernement, société civile et institutions constitutionnelles. Et c'est à l'issue de ces concertations que la Banque mondiale décidera de rétablir ou non ses opérations de développement au Mali. La coopération reste suspendue. Nous entamons notre mission aujourd'hui. C'est la première rencontre que nous venons d'avoir avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Comme je le disais tantôt, nous allons avoir d'autres rencontres. Nous avons aussi des instances de décision au niveau de la Banque mondiale, comme vous le savez. Et après notre mission, nous allons sortir un rapport qui va être transmis à nos hiérarchies et éventuellement aussi aux membres du conseil d'administration. L'impact des événements du 22 mars sur l'économie malienne se chiffre à 600 milliards de francs CFA de pertes, chiffre fourni par le ministère de l'économie et des finances. Plus que grippée, l'économie malienne est en récession, mais l'on garde tout de même espoir. Le fait qu'elle ait déjà décidé de venir nous rencontrer est plutôt bon signe, parce que avant cette rencontre, j'allais dire officielle aujourd'hui, il y avait eu d'autres contacts entre la banque et le gouvernement. Et donc je dis que cette rencontre-là est de bon augure. Je suis tout à fait convaincu qu'à l'issue de la mission d'évaluation, la banque va reprendre son programme. Après la Banque mondiale, une mission du Fonds monétaire international FMI est également attendue dans les prochains jours pour une évaluation de la situation, et cela en vue d'une reprise de la coopération économique avec notre pays. Ouverture ce matin de l'atelier national pour le lancement des travaux du projet de budget 2013 par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget. Au cours de 2 jours de travaux, il sera notamment question de cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté et du calendrier de préparation du budget 2013. Mahamadou Doumbia. En ouvrant cet atelier national de concertation pour le lancement des travaux de préparation du projet de budget d'État 2013 et du projet programme 2013-2015, il a été notamment question au cours d'un documentaire diffusé de planification et de budgétisation sensible au genre. Loin d'être une promotion de la femme, il ne s'agit ni plus ni moins que de l'intégration de la femme dans le processus du développement global. Le développement économique et social tant recherché par notre pays ne saurait se réaliser sans la contribution de l'ensemble de ses filles et de ses fils. Ainsi, il est aujourd'hui admis que pour réduire la pauvreté au Mali, il s'avère nécessaire d'atteindre un plus fort taux de croissance du PIB, mais surtout de renforcer et de diversifier l'activité économique. En matière de dépenses, il s'agira de réfléchir sur l'effort de maîtrise, d'accroître la qualité des dépenses publiques. La préparation du budget des finances 2013 intervient dans un contexte national particulièrement difficile, marqué par des crises alimentaires et sécuritaires, la suspension des aides extérieures des partenaires techniques et financiers suite aux événements du 22 mars et le ralentissement de l'activité économique. Dans ce contexte, les contraintes des ressources imposent davantage la rationalisation de nos choix budgétaires, c'est-à-dire la détermination de nos priorités
ainsi le projet de loi 2013 que nous allons bâtir ensemble dans les jours à venir et dont le présent atelier marque le point de départ du processus sera construit sur la base d'hypothèses résolument prudentes compte tenu des incertitudes relatives aux crises indiquées ci-dessus. Au cours des travaux de 2 jours, il sera question de l'évaluation du processus budgétaire de l'exercice 2012, du cadre budgétaire à moyen terme 2013-2015, du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, nouvelle génération 2012-2017 et du calendrier de préparation du budget 2013. 6 vérificateurs, dont une femme, ont prêté serment aujourd'hui. C'était au cours d'une audience à la Cour suprême, une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la loi 03-030 du 25 août 2003 qui dispose que le vérificateur général adjoint et les vérificateurs ont l'obligation de prêter serment devant la Cour suprême avant leur entrée en fonction. On les voit sur ces images après avoir juré d'accomplir avec loyauté leur mission. Les 6 nouveaux vérificateurs ont été renvoyés à leur fonction. Ils font partie désormais du personnel de vérification qui travaillait déjà au bureau du vérificateur général depuis longtemps. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre demain, 12 juin, la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Pour cette édition, le thème choisi est droits de l'homme et justice sociale, éliminant le travail des enfants. Ils sont aujourd'hui 215 millions d'enfants à connaître la dure épreuve. Un extrait de la déclaration faite par le ministre Mamadou Diakité, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Extrait qui a été recueilli par Tchemoko Konaté. Le concept de travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et nuisent à leur scolarité, à leur santé, au développement physique et mental. Ces activités sont qualifiées de pires formes de travail des enfants lorsqu'elles consistent en l'esclavage ou pratiques analogues, l'utilisation de l'enfant à des fins de prostitution, de trafic de drogue, les travaux qui, par leur nature, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité. Selon le rapport quadriennal du Bureau international du travail sur le travail des enfants de 2010, intitulé « Accélérer l'action contre le travail des enfants », le nombre mondial des enfants qui travaillent a atteint 215 millions. Ce rapport indique également que l'Afrique est la région qui a la fréquence d'enfants au travail la plus élevée, avec une proportion d'1 enfant sur 4 enrôlé dans le travail des enfants. Quant au Mali, le même rapport indique qu'environ 2 enfants sur 3, âgés de 5 à 17 ans, travaillent, soit un peu plus de 3 millions, filles et garçons. À travers l'institution de cette journée depuis 2002, l'Organisation internationale du travail entend attirer l'attention des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, des organisations de la société civile et du grand public sur l'ampleur du travail des enfants dans le monde, ses conséquences néfastes sur l'éducation et la santé des enfants, ainsi que sur les actions à mener au niveau national et international. Crise du nord du Mali, nos compatriotes ont été nombreux à quitter le pays. La ville de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso accueille environ 1800 personnes déplacées. Elles sont pour la plupart installées au stade municipal où notre envoyé spécial Lamine Tchekoura Koulibaly les a rencontrées. Kati, Bamako, Sévaré, Gao. Différentes provenances, mais un seul souci pour se déplacer ayant trouvé refuge à Bobo-Dioulasso. La paix et la quiétude au Mali. Être femme réfugiée, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui est très difficile. Quitter son pays, aller ailleurs, c'est très difficile. Selon la direction provinciale de l'action sociale de Bobo-Dioulasso, 1 millier de Maliens sont recensés ici.
Tous ne vivent pas sur le site. D'autres habitent ailleurs à leurs frais ou sont accueillis par des proches. Au départ, les partenaires sociaux ont tardé à faire des dons, mais finalement ça commence à venir petit à petit. Le bureau fait des démarches. Il y a d'autres même partenaires locaux qui sont là. Il n'était même pas prévu qu'ils nous fassent le geste, mais avec l'abnégation, avec la bonne volonté du bureau local des réfugiés ici, on voit des aides venir partout. Parmi ces réfugiés, des élèves, des étudiants, au total 600. On ne suit pas régulièrement les cours. Nous ne sommes même pas à l'école pour le moment. Mais grâce à l'aide des autorités burkinabées, peut-être d'ici l'année prochaine, si la crise continue comme ça, ils seront à l'école. Il y a des universitaires, des lycéens, des secondaires, des primaires. Ils sont plusieurs. On est 1800 réfugiés ici. L'évolution de la double crise politico-militaire est suivie de près. Je ne suis pas sûr que la création d'un nouvel État soit la solution définitive au problème. Nous, on est nés à Bamako. On a fait toute notre vie là-bas. Nés avec les Bambara, tout. On fait la même génération. Concernant la République de l'Azawad, moi je trouve que c'est absurde. Dans la mesure où le Mali est une famille. Moi je suis d'accord que c'est vrai, il y a l'amalgame. Nous sommes victimes, nous sommes à notre troisième fois où nous sommes réfugiés. Et le pays nous manque beaucoup. Restons avec Lamine Tchekoura Koulibaly qui était dans la ville de Bobo où il a pu suivre cet atelier, le centre d'éducation pour l'intégration de Benena au Mali et Madouba au Burkina Faso qui disposent désormais de leur propre matériel didactique et leurs formateurs pourront travailler selon une même approche pédagogique. Le Mali et le Burkina Faso sont en train de réussir une expérience inédite en Afrique dans le domaine de l'éducation non formelle. Cette expérience concerne 2 centres d'éducation pour l'intégration témoins créés à l'image des centres d'éducation pour le développement. Ils sont situés respectivement à Benena au Mali et à Madouba au Burkina Faso. Le processus d'harmonisation et de validation du matériel didactique des CEI vient d'arriver à terme. L'atelier qui a réuni experts maliens et burkinabés de l'éducation non formelle, ainsi que des élus locaux, a aussi adopté une méthodologie d'approche par compétences. Mais l'atelier laisse entrevoir d'autres urgences. Il nous faudra pour les prochaines étapes axer nos efforts sur les autres aspects du projet, à savoir la recherche-action, le renforcement de l'offre éducative, l'amélioration de la qualité de l'éducation, le renforcement des capacités institutionnelles et communautaires et surtout sur la recherche et la mobilisation du financement. Le Mali a vu ses efforts salués par le Burkina Faso, malgré la crise politico-militaire que connaît le pays. Vivre ensemble n'est pas un choix, c'est aujourd'hui une obligation. Chacun doit pouvoir trouver sa place dans notre espace commun. Et comment on apprend à vivre ensemble? Notamment à travers l'éducation. Les centres d'éducation pour l'intégration accueillent des enfants déscolarisés de 9 à 15 ans. Les curricula, c'est-à-dire les programmes qui leur sont enseignés, touchent 3 grands domaines de compétences. Langue et communication, sciences de la vie et de la terre, sciences humaines et sociales. Les DCI de Madouba et de Benena échangent leurs expériences. Et les sortants de ces 2 établissements sont censés s'installer dans le pays de leur choix, selon les besoins de l'économie locale. Direction Brazzaville, la filière bois au Congo-Brazzaville. Les acteurs se mettent au diapason des normes internationales pour pouvoir écouler le bois transformé hors des frontières congolaises. Cet arbre deviendra un buffet, une chaise ou des fenêtres. Nous sommes dans le nord du Congo. La CIB, la Congolaise industrielle des bois, y gère un massif d'1 300 000 hectares. C'est ce numéro forestier qu'on a vu, lié au numéro de prospection dans la parcelle. Ça nous conduit directement au pied attendu. Grâce à cette traçabilité, l'entreprise congolaise a obtenu le très convoité FSC pour Forest Stewardship Council, un label qui garantit que le bois est coupé dans le respect de l'écologie.
Un label qui lui permet de surnager en pleine crise internationale, mais il a fallu en passer par des plans sociaux. On a compressé près de 700 agents. Au niveau de l'Europe, il y a eu effondrement de l'immobilier et nous, nos produits vont en Europe, c'est ceux-là qui nous achètent le produit. La preuve en est que pour avoir les contrats, c'était pas facile. En 2009, la CIB a ainsi perdu 14 millions d'euros. Ses commandes se sont effondrées de 60%. Des chiffres qui n'ont pas effrayé le groupe de Singapour, Olam. Le poids lourd de l'agroalimentaire, qui cherche à se diversifier, a racheté la CIB l'an dernier. Premier signe positif, la compagnie a su conforter sa clientèle européenne en s'engageant dans une niche commerciale, celle des portes et fenêtres de dimension standard. Les nouveaux dirigeants de la CIB attendent maintenant un nouvel accès routier vers Pointe-Noire. Une fois la route est prête, vous pouvez voir, il y a des camions qui vont vers Brazza et vers Pointe-Noire. Ça, on attend ici avec toute impatience qu'on aura cette trace d'accès sur les ports Pointe-Noire. Parce que ça, c'est vraiment un désavantage pour nous de transiter tous nos bois via Douala. 85% du bois produit par la CIB quitte le pays sous forme transformée. Depuis peu, la compagnie explore une nouvelle piste, celle du marché local, jusqu'ici délaissé, avec la construction de maisons en bois. À présent, l'actualité à pas de course et un image avec comme premier sujet le Nigeria avec la série d'attentats. De nouveaux attentats contre des églises ont fait 4 morts et plus de 40 blessés dimanche au Nigeria. Des attaques revendiquées par la secte islamiste Boko Haram. Dans la ville de Jos, le kamikaze a tenté de faire entrer une voiture bourrée d'explosifs dans l'église. L'édifice s'est écroulé sous le souffle de la déflagration. Dans la ville de Biu, dans l'état de Borno, des hommes en armes ont tiré sur les fidèles durant le service religieux. 4 membres d'une délégation de la Cour pénale internationale sont détenus depuis jeudi en Libye. Ils ont été placés en détention préventive après avoir rencontré Saïf al-Islam, toujours prisonnier dans la ville de Zintan, dans l'ouest libyen. Fort d'un mandat d'arrêt de la CPI, la juge australienne Melinda Taylor souhaitait rencontrer le fils de Muammar Kadhafi pour pouvoir le juger à La Haye. Mais certains Libyens, notamment les autorités locales, s'y opposent et veulent pouvoir le juger en Libye. Plusieurs centaines de manifestants ont défilé dimanche dans les rues de la capitale marocaine, Rabat, pour demander plus de justice sociale et une amélioration des conditions de vie des plus pauvres. Une manifestation organisée à l'appel de la centrale syndicale ODT, une organisation qui affirme n'avoir aucun combat politique mais qui se bat pour la dignité et la justice sociale. Parmi les revendications, une baisse du prix de l'essence et des denrées alimentaires. Retour à l'actualité nationale, renforcer les capacités des éducateurs préscolaires des académies d'enseignement de Bamako, rive gauche et rive droite. Tel a été l'objectif d'un atelier ouvert ici à Bamako. La rencontre en question est organisée par Plan Mali en collaboration avec la Direction nationale de l'éducation préscolaire et spéciale. Compte rendu, Sokona Kamisoko. Intervenir dans le domaine du développement de la petite enfance, c'est permettre aux enfants d'acquérir des compétences fondamentales. C'est pourquoi Plan Mali a initié cette rencontre à l'intention des éducateurs préscolaires des académies d'enseignement de Bamako, rive gauche et rive droite. Il s'inscrit dans le cadre de son nouveau plan stratégique national 2012-2015. Le programme Enfants en apprentissage est un programme clé du plan international. Ce programme vise 2 objectifs. D'abord, nous voulons que 70% des enfants de 3 à 6 ans dans les communautés partenaires du Plan Mali soient inscrits dans un centre de développement de la petite enfance. Nous voulons aussi que 70% des filles dans les communautés du Plan compléteront leurs études primaires. Plan Mali a appuyé la création de 125 centres de développement de la petite enfance dans ces zones d'intervention, avec un effectif de 6270 enfants inscrits, dont 3190 filles. La difficulté majeure dans ces centres de développement de la petite enfance, dans ces zones d'intervention, reste le faible niveau des mères éducatrices. Au niveau de l'éducation préscolaire, il y a un grand problème qui se pose. C'est le problème de ressources humaines, tant en qualité qu'en quantité. Alors que l'éducation préscolaire est une branche très spéciale, comme le pense bon nombre de personnes.
faire la préscolarisation des enfants, c'est aller les laisser dans une garderie. Mais nous, en tant que spécialistes, nous disons que l'éducation préscolaire va au-delà d'une garderie. Au terme des travaux, ils doivent être capables d'élaborer une fiche technique en pré-mathématiques et en exercice sensoriel. Dans les jours à venir, Plan Mali compte organiser cette formation dans les régions de Kay, Koulikoro, Ségou et Mopti pour le bien-être des enfants. En deuxième région, le village de Diogo, dans la commune rurale de Banko, cercle de Djoila, a bénéficié le week-end dernier de son tout nouveau centre de santé communautaire CESCOM. L'infrastructure réalisée à hauteur de 74 millions de nos francs a été financée par l'Agence nationale d'investissement des collectivités Seydou Traoré. Ce centre de santé communautaire CESCOM, qui est construit à 80 km de Djoila, vient d'enlever des épines dans les pieds des populations de Diogo, localité située dans la commune rurale de Banko. Le joyau architectural est bâti sur une superficie de 0,5 hectares, comprenant 3 blocs. Il s'agit de 2 blocs de logements destinés aux médecins directeurs et à l'infirmière obstétricienne. Le troisième bloc est composé d'un dispensaire bien équipé et composé d'une suite d'accouchement, de 2 salles de soins, un mini-labo, une pharmacie, un magasin et des latrines. À ceci s'ajoute l'adduction d'eau et l'électrification solaire. Le tout financé par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales à hauteur de 74 700 000 francs CFA. Pour le maire de la commune rurale de Banko, Adama Fomba, ce nouveau CESCOM qui totalise le nombre d'aires de santé de la commune à 3 contribuera à améliorer l'état de santé des populations et soulager la souffrance des 4 920 habitants bénéficiaires. Les autorités de la 2e région ont invité les populations de Diogo à une plus grande fréquentation du CESCOM. Ces besoins aujourd'hui ont été satisfaits à travers la réalisation de ce CESCOM. Nous ne pouvons que exhorter les populations à fréquenter assidûment ce CESCOM. Pour le CESCOM surtout, je souhaite au comité de gestion et à l'équipe du CESCOM bon vent, mais qu'ils ne cessent de sensibiliser les populations et même les villages qui font partie de l'ère sanitaire, afin que, alors désormais, les pharmacies par terre disparaissent pour de bon dans l'ère sanitaire de Diogo. Ce nouveau CESCOM de Diogo a été réalisé par l'entreprise ECOF. À ce jour, la commune rurale de Banko compte aussi 17 maternités rurales et l'ouverture d'un 4e CESCOM s'annonce très prochainement. Du sport dans ce journal, sport football, éliminatoire phase de groupe du mondial 2014 au Brésil. Deuxième journée, hier le Mali s'est imposé 2-1 face à l'Algérie au stade du 4 août de Ouagadougou au Burkina Faso. C'était en présence du ministre des Sports Hamey Founema Halmadan. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Ouaga, Cheikh Amadou Bari et Toumani Diabaté. Tout ce qui a manqué aux Aigles dans ce match de Ouagadougou, c'est la chaleur du public bamakois à laquelle ils sont habitués. Mais un vide qui a heureusement été comblé par les rages de vaincre, leur envie de gagner dans ce contexte tout à fait particulier. Cependant, les 5 dernières minutes suffiront à Slimani Islam pour ouvrir le score. Un but matinal sur lequel Soumela Diakité n'est pas exempt de reproches, même si par la suite, le gardien malien se rachètera en sortant le grand jeu sur quelques nettes occasions de but algérien. Dès lors, le jeu devient plus ouvert aux deux formations, mais avec une légère domination des Maliens. C'est ainsi que sur un corner exécuté par Modibo Maïga à 21 minutes de jeu, le défenseur central Mamoun Ndiaye montait aux avant-postes, joint de la tête le fond des filets algériens. Un but partout, c'est le score à la pause. La deuxième période est âprement disputée entre une équipe algérienne légèrement repliée sur ses bases et une équipe malienne qui opte pour l'offensive en renforçant son attaque avec l'entrée en jeu de Cheikh Diabaté à la 66e minute. Un moment choisi par Modibo Maïga pour se mettre en vedette. L'attaquant malien de Souchou sera l'auteur du deuxième but malien, celui de la victoire, en reprenant un corner exécuté par le nouvel entrant Cheikh Fantamadi Djera. Avec cette victoire de 2-1 face à l'Algérie, les médailles de bronze de la dernière CAN viennent de montrer à la face du monde que les défaites de Cotonou n'étaient qu'un faux pas. Les autorités maliennes garderont à jamais en mémoire l'exploit que vient de réaliser leur sélection nationale au stade de 4 août de Ouagadougou un certain dimanche 10 juin de l'an 2012 dans une circonstance toute particulière. Je pense que c'est une victoire qui est dédiée au peuple malien. Les sportifs
veulent, par cette victoire, appeler le peuple malien à se retrouver, à dépasser leur déchirement, à se retrouver pour que le Mali, le grand Mali que nous connaissons, se retrouve et se reconstruise davantage. Il est très important de signaler au passage l'accueil des plus chaleureux que les Burkinabés ont réservé à la délégation malienne. Ce geste prouve à suffisance combien la bonne volonté et la plus sincérité peuvent être liens solides entre les deux pays voisins. Allez les aigles. Chronique santé du jour est consacrée à l'activité de la glande thyroïde. Placée au niveau de la gorge, cette glande peut provoquer une maladie quand elle produit trop d'hormones. Elle peut provoquer une autre maladie si elle produit peu d'hormones. Les spécialistes parleront d'hypothyroïdie, des maladies qui peuvent se manifester au niveau de divers organes, ce qui fait que le patient peut longtemps se promener avec son mal avant d'arriver chez le spécialiste. Focus Santé, une réalisation de Tchessera Emmanuel Dambélé. La thyroïde est une glande située ici dans la partie avant du cou sous la paume d'Adam. Elle a la forme d'un papillon et sécrète des hormones indispensables à la croissance osseuse, au développement mental, à la stimulation de la consommation d'oxygène des tissus et à la transformation des graisses et des sucres. Quand les hormones sécrétées par cette glande sont insuffisantes, cela provoque une maladie appelée hypothyroïdie. Mais quand ces mêmes hormones sont en excès, cela donne une maladie appelée hyperthyroïdie. Quand il y a une hyperproduction hormonale, les signes permettant de reconnaître cela, c'est donc la tachycardie, c'est-à-dire le cœur bat très vite, c'est des palpitations, le sujet sent que ça bouge dans sa poitrine, il y a de la diarrhée, il y a de l'amaigrissement et il y a les troubles du sommeil et des troubles caractériels, angoisse, irritabilité. Donc tout cela peut se retrouver chez le malade, mais parfois pas ensemble. Et c'est ce qui fait errer le diagnostic. Donc si c'est simplement le digestif qui est au premier plan, le sujet a tendance à aller chez le gastro-entérologue. Si c'est le cardiaque qui est en premier plan, il a tendance à aller chez le cardiologue. Mais tout vient de là. Et tant qu'on ne traitera pas la thyroïde, ces symptômes ne disparaîtront jamais. Mais est-ce qu'il y a des symptômes physiques aussi? Ces symptômes physiques, c'est essentiellement l'augmentation de volume de ce corps thyroïde. Et c'est son augmentation de volume qui fait qu'on l'appelle goitre. Le deuxième élément, dans certaines formes, dans ce qu'on appelle la maladie de Basedow, qui est une forme particulière, il y a l'exophthalmie, c'est-à-dire les yeux de la personne sortent. Dans le monde, l'hyperthyroïdie touche environ 2% de la population contre 1% pour l'hypothyroïdie. Par ailleurs, 80% des personnes souffrant de ces maladies sont des femmes. Ces deux affections s'expliquent par un faisceau de causes, parmi lesquelles le terrain génétique qui fait que tout le monde, dans les mêmes conditions, ne développera pas une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie. La composante génétique est là, mais aussi parfois des facteurs environnementaux, tels que les stress qui peuvent être un facteur déclenchant de certaines hyperthyroïdies. Mais dans le contexte de l'hypothyroïdie, par contre, qui est l'hypofonctionnement de la glande, ça peut être une absence d'iode, une insuffisance d'iode dans l'alimentation. D'où la politique nationale d'iodation des aliments, du sel, pour essayer d'endiguer cette partie hypothyroïdie. La prise en charge de l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie se fait correctement au Mali. En fonction de leurs causes et de leurs manifestations, les spécialistes associent prise d'hormones et opération chirurgicale du goitre, une des manifestations physiques de la maladie. Quand on prend l'hyperthyroïdie, qui est donc l'hyperfonctionnement de la glande, normalement, on doit freiner cet hyperfonctionnement. Donc ce freinage peut se faire par des médicaments qu'on appelle des antithyroïdiens de synthèse. Certains peuvent poser quelques problèmes à certaines personnes, on peut ne pas pouvoir le supporter, ou bien la chirurgie, ou bien l'iode radioactive. Donc nous, présentement au Mali, nous avons surtout les médicaments, et quand on stabilise la personne, on peut aller au versant chirurgie. Le chirurgien joue un rôle central dans le traitement des goitres. Il joue un rôle de diagnostic pour reconnaître le goitre, parce qu'il y a plusieurs types de goitres, mais également pour traiter le goitre,
parce qu'il y a des goitres qui sont traités médicalement, mais qui terminent par la chirurgie, qui arrive donc à enlever le goitre. L'hypothyroïdie, qui est donc le non-fonctionnement de la glande, soit parce que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une lésion de la glande, ou bien il a été enlevé, ou bien il y a une carence en iode, c'est plutôt l'hormone qu'on doit donner. En fonction du type de goitre, par exemple, si c'est un goitre avec hypofonctionnement de la thyroïde, la chirurgie est une solution définitive au goitre. Mais il y a des médicaments qu'on va donner, des hormones qu'on va donner aux malades après l'intervention pour assurer la fonction thyroïdienne. Maintenant, si c'est une hyperthyroïdie, ça peut être effectivement une solution définitive à l'hyperthyroïdie et il n'y a même pas de traitement après, parce que à ce moment-là, la thyroïde peut fonctionner avec une fourchette d'hormones normales. Il n'y a pas longtemps, les personnes souffrant d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie se promenaient longtemps avec leur mal. Aujourd'hui, l'information aidant, beaucoup arrivent à temps chez les spécialistes qui, dans le diagnostic, commencent d'abord par différencier l'hyperactivité de l'hypoactivité de la glande thyroïde. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Demain, 10h, 13h, Nyanya Aliou Traoré et 18h, 20h, je serai là, Inch'Allah. Merci à nos téléspectateurs du nord du Mali vivant sous occupation. Avec vous, nous sommes de cœur et d'action. On ne vous oublie pas. Excellente nuit sur l'ORTM.